L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal, accompagné de Julien Amado, rédacteur en chef au Guide de l'auto, et évidemment Hugues Gonneau. Bonjour. Journaliste et historien automobile. Cette semaine, l'essence est à 1,68,5 en moyenne selon les dernières nouvelles. Et puis, il y a des nids de poules à Montréal en plein dégel. Plus ça change, plus c'est pareil. Ce sont des nouvelles qu'on n'abordera pas aujourd'hui dans le cadre de notre émission, parce que je pense que vous êtes tous au courant que c'est en train de se passer. Premier ordre du jour, on va faire les actualités. Quelques actualités dans le domaine automobile. Et ensuite, on va parler de la Mustang 2. Ford Mustang 2 avec toi, Hugues, après la pause. Et puis, en terminant, on va parler de nos essais, Julien et moi. Pour ta part, tu as essayé des Dodge Charger. Oui, les modèles 6-pack, 2 portes, 4 portes, Scat Pack et RT, toutes les versions. Donc, on va pouvoir en parler. Bon, parfait. J'ai bien hâte d'entendre parler de ça. En novembre dernier, j'ai assisté à un dévoilement de la BMW i3. En Espagne, elle a été dévoilée officiellement au public cette semaine. Alors, la i3, si vous vous rappelez, BMW a déjà eu une i3 qui n'a rien à voir avec le véhicule qui a été dévoilé cette semaine. Si vous vous rappelez de ce véhicule-là, il avait l'air d'une petite Smart allongée, là, si on veut. Là. Une grosse Smart. C'est ça, une grosse Smart. En fait, c'était un peu les balbutiements, les premiers balbutiements là, de production à grande échelle chez BMW du côté de l'électrique. Et puis là, cette semaine, on a dévoilé qu'est-ce qui est la série 3 électrique, en fait, chez BMW. Vous vous rappelez probablement, si vous avez visité le Guide de l'auto, vous avez vu que j'ai essayé également le BMW iX3, qui est le premier véhicule de la Neue Klasse. J'espère que je dis ça comme faut à chaque fois que je vais en Allemagne, je leur demande de me le répéter 3-4 fois. Neue Klasse, qui est la nouvelle classe de véhicules chez BMW, un peu une espèce de langage de design et de technologie qui va dicter les prochaines années chez BMW dans les prochains véhicules, autant des véhicules électriques que des véhicules à essence. Alors, pour revenir au iX3, c'est un utilitaire commercialement parlant, là, c'était logique de lancer l'utilitaire en premier dans cette nouvelle classe de véhicules-là parce que justement, ça va être à plus grande échelle. Mais BMW ne serait pas BMW si on ne lançait pas tout de suite après une petite berline sportive, surtout la série 3, parce que justement, il faut quand même garder l'appétit des amateurs de la marque du côté voiture là, chez BMW, pas juste avec les utilitaires. Oui, c'est une voiture emblématique, la série 3. C'est un modèle chez BMW qui est iconique. Et je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée, après le X3, parce que VUS oblige, on commence avec les VUS, d'embarquer avec une i3 qui effectivement n'a plus rien à voir avec l'ancienne, qui était pourtant assez haute technologie. Si on se rappelle la monocoque en fibre de carbone, avec des pneus très fins, il y avait certaines solutions techniques qui étaient quand même avant-gardistes. Et on vantait le fait que la batterie était le véhicule avait l'air très haut, mais la batterie était positionnée quand même très basse. Là. Le centre de gravité était très bas sur ce véhicule. Alors que là, on est sur un véhicule plus traditionnel. On le voit, il n'y a plus cette volonté de faire des trucs un peu flyés. On est plus sur un véhicule dans la droite ligne d'une série 3 normale qui serait électrifiée, mais on se dit pas, c'est bizarre, c'est un vaisseau spatial. Ça ressemble quand même à une BMW. Mais BMW va dévoiler des petits modèles spéciaux. Moi, le modèle que j'ai vu, en fait, c'est le i50 xDrive. Alors, un peu le premier modèle qu'on va voir, pas le plus performant, évidemment. 469 chevaux. Oui, quand même. Comme Alors, comme modèle d'entrée, on a comme vu modèle d'entrée, là, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir d'autres modèles en Europe. On ne sait pas ça va être quoi la répartition là, de tous ces modèles-là, mais pour un i50 qui n'a pas la lettre M dedans, 469 chevaux, 476 livres-pieds de couple. On a 2 moteurs électriques, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, évidemment. Le moteur électrique à l'arrière, un peu plus performant, un peu plus avancé que le moteur à l'avant pour avantager un peu ou suivre un peu l'idée, l'ADN là, chez BMW de la propulsion. C'est logique. C'est logique. Puis, tu sais, on a vu la i4, on a essayé la i4, on l'a classé comme un meilleur achat au Guide de l'auto, on l'a fait des comparatifs dans le Guide de l'auto avec la BMW i4. Et ce véhicule-là, la i3, va remplacer en quelque sorte la i4. Là, c'est pas officiel chez BMW, on n'a pas dit que la i4 s'en allait de manière officielle, mais je pense qu'on s'entend que
berline compact pour berline compact. Il va y avoir un sens ça dans commence à faire doublon. Là. Oui, exactement. Et si la nouvelle i3 a des moteurs de 6e génération avec une batterie de 6e génération et la i4 et le iX utilitaire ont des moteurs et batteries de 5e génération, évidemment, et on ne veut pas cannibaliser des ventes puis offrir un produit. Il faut être cohérent un peu dans le langage. Là, absolument. Puis peut-être aussi que le mot i4 pourrait faire référence à des coupés uniquement dans un avenir proche, à la place de... Si on comprend la nomenclature de BMW, qui ne change pas autant que celle de étant le mot opérationnel ici. C'est ça. Oui, parce que X3, X4, etc. Donc peut-être qu'on peut avoir un modèle... Tu sais, la i4 va devenir l'espèce de modèle Sportback là, ou berline avec un haillon, etc. Avec la 6e génération de moteurs, 6e génération de batterie. Alors, pour parler de cette 6e génération-là de groupe moteur-propulseur, ben là, j'ai parlé des moteurs, mais là, je veux parler de la batterie. On emprunte beaucoup de vaisselle, si je peux me permettre ce mot-là, du iX3 pour la i3. Alors, les moteurs sont adaptés, oui, mais c'est les mêmes unités sensiblement. La batterie, c'est la même technologie. On a développé une toute nouvelle batterie, des nouvelles cellules. Évidemment, quand on dévoile un nouveau véhicule électrique chez chaque constructeur, on a toujours ces avancées-là côté batterie qui avancent à une vitesse spectaculaire. Là, les systèmes de conditionnement, les systèmes de la résistance dans les batteries réduit de manière extraordinaire. La puissance exacte dans la i3 50 xDrive n'a pas été dévoilée, mais si on se fie du côté du iX3, on a 112,2 la capacité, tu veux de dire. Capacité. Oui, la capacité du côté du iX3 nord-américain et 108,7 du côté européen. C'est deux manières de calculer complètement différentes. La capacité utilisable chez nous est de 112,2. Donc, on devrait s'attendre à quelque chose de similaire du côté de la i3. Mais côté autonomie, on parle d'environ 440 000 du côté du cycle de l'EPA aux États-Unis. C'est 708 km. C'est beaucoup. Sur 110 kWh, c'est bon. C'est quand même très, très bien. Donc, ça démontre un peu les avancées que, bon, écoute, ce sont des estimés, évidemment. Là. J'aime ça vanter les avancées. Les avancées à moins 20 au Québec, ça avance pas autant. Là. On verra. Mais on fait quand même beaucoup, beaucoup de progrès. Et puis, le communiqué de presse du côté de l'Europe que moi j'ai reçu me vantait 900 km du côté sur le cycle européen. Ce qui donne plus que 708 km là, quand on enlève à peu près 12%. Donc, ça va se situer dans ces eaux-là, mais on a l'air assez confiant du côté de chez BMW qu'on va être capable de donner une autonomie au-dessus de 700 km, ce qui est quand même... C'est impressionnant. Quand même. C'est quand même impressionnant. Côté conduite, on n'a pas conduit ce véhicule-là, évidemment, ça a juste été dévoilé. Par contre, côté conduite, si on se fie au iX3, moi, j'ai eu l'occasion de mettre le iX3 sous sa forme prototype à l'essai, et puis le modèle de production, il n'y a pas si longtemps de ça. Et puis, j'ai trouvé qu'on avait fait preuve un peu d'humilité chez BMW parce qu'on avait choisi une suspension traditionnelle à ressort et à jambe de force et à amortisseur, etc., pour ne pas aller dans les suspensions pneumatiques ou à aide hydraulique, ce que je trouve qui est quand même audacieux pour un véhicule électrique, parce qu'on utilise souvent ces composantes-là électroniques pour cacher le poids du véhicule. Et là, on y a été avec ça, ce qui est quand même vraiment intéressant. C'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une excellente idée de faire ça à plus long terme sur l'entretien ou la fiabilité. Parce que si on regarde, par exemple, des systèmes qui sont absolument incroyable d'efficacité. Je pense à Porsche notamment avec la suspension active, avec des suspensions très évoluées, avec le pneumatique en plus. Sincèrement, quand tu conduis ces véhicules-là, ils sont exceptionnels en termes de comportement dynamique pur. Mais ça s'accompagne aussi quand même d'une incertitude liée à la fiabilité, parce que plus tu complexifies, plus tu prends des risques de bris. Ouais. Alors que là, en fait, si tu as juste des amortisseurs hélicoïdaux standards, avec des réglages pré-réglés en usine, au moins, l'intérêt, c'est que si ça brise, tu remplaces un amortisseur. C'est tout. Même sur le long terme, c'est parce que, en général, ces voitures-là sont pensées souvent. On dit souvent une BMW, tu la gardes 5 ans, pas 5 ans et 1 jour. Et ça, c'est pas bon pour l'image de marque de la voiture. Simplifier les composants. Moi, je l'achète après 5 ans. C'est ça. Mais tu commences à récupérer tous les emmerdements qui vont avec. Et garder une suspension conventionnelle, ça va dans le bon sens, parce que c'est des systèmes, même s'ils sont raisonnablement fiables les premières années, c'est pas des systèmes qui vont bien vieillir, spécialement pas au Québec. Tu as mentionné quelque chose au niveau de la dynamique de conduite. Puis, pour avoir conduit les véhicules chez Porsche, Audi, etc., je trouve que
Oui, la dynamique de conduite avec la réponse instantanée d'une suspension qui soit pneumatique ou assistance hydraulique. Mais il y a l'espèce de petite rétroaction, la communication entre toi et le véhicule avec une suspension traditionnelle, la prévisibilité, là, si C'est on ça. veut, Oui, oui. qui n'est pas avec ces suspensions-là, que je trouve que moi, ça a donné du cœur un peu à mon iX3 là, que j'ai mis en essai puis qui va se traduire dans l'i3 là, en quelque Ouais, sorte. c'est vrai que ça arrive. Moi, je l'ai vécu avec Panamera et Taycan, par exemple. La Panamera était un petit peu... Parfois, tu avais un sentiment un peu particulier du fait que ça compense le roulis, que Ouais, tu sens vraiment la suspension extérieure pousser, en fait, pour Bien sûr. empêcher le roulis. ouais, Et c'est en mode confort, par exemple, c'est un peu particulier. Au départ, c'est un peu étonnant. oui, Moi, c'est pas ce que j'ai préféré, alors que dans la Taycan, par exemple, qui a le même système, mais de manière beaucoup plus sportive, là, Ouais. tu le sens pas du tout. C'est extrêmement c'est réactif. ça. Donc, ça dépend aussi des réglages, Des réglages, oui. mais tu t'affranchiras quand même pas de la complexité. Alors Ouais. que là, tu t'en affranchis vraiment. Et on parle souvent aussi de voitures électriques à plus long terme, des véhicules qui devraient avoir une durée de vie plus longue. Bah là, ça rejoint ça quand même. Toujours sur la dynamique de conduite avec le i3. En fait, le iX3 que j'ai essayé était très avancé sur le plan, je vais dire informatique, mais électronique, là, si on veut, parce que justement, même si on y va un peu plus mécanique avec le châssis, on a quand même des systèmes électroniques qui interviennent dans la conduite. Et puis, chez BMW, on a essayé Bon, il y a des super ordinateurs pour l'interface du système d'infodivertissement qui vont collecter des données et nous redonner des données, des trucs. Bon, évidemment, il y a tous ces systèmes électroniques-là qui sont très avancés. L'intelligence artificielle, on n'en parlera pas aujourd'hui, là, parce que justement, les systèmes sont très avancés au niveau de l'interface et l'expérience utilisateur dans ces habitacles-là. Puis je pense qu'on va faire un topo là-dessus à un moment donné si ça sert réellement à quelque chose à quelqu'un. Mais au niveau de l'intervention sur la conduite, avec les moteurs électriques, le freinage régénératif et la direction, on a conçu un ordinateur qui va moduler ces trois composantes-là clés pour, on dit chez BMW, améliorer la dynamique de conduite et offrir une conduite qui est plus agréable. J'y crois après avoir essayé le iX3 sur la piste parce que je me dis que le véhicule s'est rapidement adapté à mon comportement sur la route et puis sur le circuit également, puis m'a un peu donné une tolérance pour laisser échapper l'arrière. C'est un peu, Juste ce qu'il faut. juste ce qu'il faut, puis aussi agir un peu comme une nanny en anglais, quand que j'échappais un peu ou je faisais une erreur en entrée de virage, j'arrivais trop vite, etc. C'était pas une intervention comme un système d'aide à la conduite où est-ce qu'on arrête absolument tout. Oui, on coupe tout. là, On ouais. coupe tout, etc. C'était plutôt une espèce de tolérance. Fais attention. Je t'en donne parce que tu es sur une bonne ligne de course. Ça peut être vraiment intéressant dans ce véhicule-là, surtout si, dans le cas du iX3, c'est un utilitaire. Là, ça va être une berline. Ça peut être intéressant. Donc, le nom qu'ils lui ont donné, qui est Heart of Joy. Ah oui, Ouais. oui. Oui, à ce super ordinateur-là, et- on l'a baptisé Heart of Joy, cœur de joie. Et Voilà. a priori, sur tes premiers essais, c'est plutôt bien nommé. C'est quoi. plutôt bien nommé, oui, selon moi. C'est sûr que qu'est-ce que j'ai conduit, c'était un modèle européen. Là, est-ce que la calibration, le calibrage un peu du modèle nord-américain va être changé? Je pense pas. Je vois pas pourquoi qu'on ferait ça. Ce serait curieux, mais... Mais on ne sait jamais avec les constructeurs qu'est-ce qu'on donne, là, évidemment. Donc, je trouve que chez BMW, puis en commençant avec la i4, tu sais, justement, contrairement, par exemple, à chez Mercedes, contrairement même chez Audi, tu sais, on est parti d'un meilleur pied, je pense, avec l'agrément de conduite, avec juste le design des véhicules et puis la performance. Ça a bien été, là, quand Au même, départ, jusqu'à maintenant. La première i3 et la i8 étaient quand même des voitures un peu flyées, un peu différentes. C'était un peu dans la même vague. Ouais. Mais très rapidement, BMW se met après, effectivement, avec i4, i5, i7. On est vraiment proche des modèles à essence. Et l'idée, c'est pas du tout de se dire on va faire des voitures vaisseaux spatiaux qui n'ont rien à voir, comme les EQ chez Mercedes-Benz, où, à mon sens, ils ont fait fausse route, d'ailleurs, à leur sens aussi, puisqu'ils sont en train de faire machine arrière. Ouais, C'était beaucoup plus difficile de vendre des véhicules qui étaient lisses comme des galets, qui ressemblaient pas du tout à des Mercedes-Benz classiques, à une clientèle qui est plutôt traditionnaliste Ouais, habituellement. quand Et chez même. BM, c'est un peu pareil. ouais. Je pense que l'idée était bonne, effectivement, de garder cette chose-là et de vouloir avoir un véhicule qui ressemble aux autres BMW Oui. et qui En se fait, conduise comme une BM. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils ont fait leur erreur plus tôt. Oui. Et en fait, Mercedes et BMW ont fait la même erreur, sauf que BMW l'a faite plus tôt. Et ça s'est Mhm. oublié plus vite et ça passe sous le tapis plus rapidement. Évidemment. Ben oui, puis les puristes de la marque Mercedes, on ne le répétera pas assez, on n'a pas accueilli très bien les modèles EQ, là, surtout de la classe S, là, tu sais, ce qui Ça avait coûtait été très cher que quand même. hein. le feedback, là, si on veut, de la clientèle disait
un véhicule très cher qui a l'air très plastifié, etc. On a essayé de l'améliorer, mais là, on a changé, là, puis on va en parler à un moment donné. Là. On a déjà parlé ensemble de la nouvelle classe S, mais là, ils vont avoir des développements dans ce dossier-là. Fait que peut-être que Mercedes, un petit peu, va redresser le tir. Pour la i3, ben, j'ai pas d'informations de prix. Ça va être un modèle 2027, mais qui va arriver aux États-Unis en début 2027. Donc, on va avoir dans les prochains mois, si vous suivez le guide de l'auto, vous allez voir des nouveautés. Et puis, un petit mot avant de fermer ça sur le produit M qu'on a vu en entrée d'émission, là, le prototype. On l'a vu sur la neige, on l'a vu, toi, tu l'as vu également dans un lancement. Moi, j'ai vu le prototype Driving Experience, qui est vraiment une espèce de véhicule incroyable avec des ventilateurs en dessous pour aspirer l'air, une suspension très évoluée, un moteur. Ils n'ont même pas voulu donner la puissance tellement il y en avait, mais il y a plus de 1000 chevaux, c'est sûr. Là. On avait fait des tours en passager là-dedans et c'était... Sincèrement, si la future BMW M s'inspire de ça, ça va être absolument incroyable. Et puis, techniquement, l'information qu'on a, c'est qu'elle va être équipée de 4 moteurs, en fait, 4 moteurs électriques en parallèle au centre du véhicule. Ce ne sont pas des moteurs roues, mais ce sont des moteurs au centre du véhicule et pour bien des bonnes raisons. Mais ça l'ouvre la porte à être capable de moduler la puissance de chaque roue de manière indépendante, le couple, etc. Donc on y va fort là, quand même chez BMW avec la performance. Et il reste à voir si les gens vont l'accepter. Puis c'est ça, les puristes de la marque vont embarquer dans un véhicule qui est somme toute techniquement pratiquement impeccable sur papier, mais qui va avoir une trame sonore simulée et des changements de rapport simulés. Il reste à voir comment que les gens qui sont prêts à dépenser pour ce type de véhicule-là, dans cette gamme-là, vont accepter ça. Évidemment, vous avez vu les prix. On a parlé de ça, le prix de l'essence au début. T'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Je dis qu'on n'en parlera pas, mais on va en parler pareil parce que on revient souvent avec cette question-là au guide de l'auto et les gens nous demandent est-ce que les gens changent immédiatement leurs habitudes de consommation, leurs habitudes d'achat quand ils voient le prix de l'essence augmenter de manière très rapide? Évidemment, les études se contredisent, les études, dépendant quand on les fait et avec qui on les fait, et dans quelles classes d'acheteurs elles sont faites, ces études-là, on va dire, les gens ne sont pas peu réceptifs aux véhicules électriques, mais ils sont réceptifs à changer de véhicule qui consomme moins. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça à ce point-ci? Moi, je pense qu'il faut faire ses calculs, définitivement. Parce que, non, mais sincèrement, le surcoût, il va être là forcément. Puis pour les gens à faible revenu, ça peut être très difficile. Si demain, le litre, il passe à $2, il y a des gens pour qui ça va être très compliqué de faire face à ça. Mais il y a aussi bien des gens qui peuvent supporter ce surcoût pendant X temps. Même si tu payes 800 ou 1000 ou $1,500 de plus pour 3, 4 ou 5 ans, c'est toujours moins que de rembarquer sur une voiture à 45 000. C'est exactement ça. Donc, en vérité, il faut quand même bien faire ses comptes, voir aussi quel kilométrage on fait annuellement. Parce que plus on roule annuellement et plus on peut charger à la maison et pour pas cher, plus c'est intéressant. Si on fait 30 000 km par année et qu'on se charge majoritairement à la maison, parce que ça coûte rien faire son plein d'électricité à la maison. Évidemment. Une batterie de 100 kWh, c'est un peu plus de $10. Et j'aurais 400-500 km en été, c'est imbattable. Mais au contraire, si tu fais 7-8 000 km par année puis que tu as une voiture depuis quelques années déjà, alors oui, ça va te coûter un peu plus cher d'essence. Mais s'il faut que tu rachètes une voiture électrique à 50 000, tu ne seras jamais gagnant. C'est intéressant parce qu'un message pour les gens qui ont acheté des hybrides rechargeables, comme la publicité là, des sambons, là, branchez-le. Parce que c'est là que ça devient de plus en plus payant de brancher un hybride rechargeable. Et on avait parlé d'une étude dernièrement qui disait que les hybrides rechargeables sont plus polluants que les constructeurs prétendent parce que les gens ne les branchent pas parce qu'ils sont plus polluants nécessairement techniquement, ils sont plus polluants parce qu'ils roulent la majorité du temps sur le moteur à essence et ils traînent 2 moteurs électriques et une batterie, donc ils sont plus pesants que leurs équivalents. C'est vrai. Mais les gens se disent, j'ai pas besoin de le brancher parce que je peux partir sur le gaz. Là, je pense qu'à 2 $, le litre, oui, ça devient de plus en plus pertinent de gagner 60 km. Non, puis même, c'est quoi l'idée de payer plus cher pour un véhicule et de ne pas en profiter? Exact. C'est quoi l'idée? C'est comme si tu achètes un hybride rechargeable, c'est écrit dans le nom, recharge-le. Sinon, achète-toi une hybride toute simple ou un véhicule à essence. Mais il y a peut-être des gens qui sont moins, je sais pas, qui vont acheter ce véhicule-là parce que le design le plaît, la puissance est là. Souvent, avec les hybrides rechargeables, des fois, la puissance va être beaucoup plus élevée et ça va être le véhicule le plus puissant dans le catalogue de ce véhicule-là. Et puis, après ça, moi, par exemple, quand je vais conduire un hybride rechargeable,
je vais avoir cette hâte-là de le brancher puis de voir combien de kilomètres je vais être capable de faire et de dire les pétrolières, vous n'avez pas gagné mon kilomètre, mon 50 kilomètres. Je l'ai eu à quelques dollars. Puis évidemment, c'est ça, mais justement, tout dépendant dans quelle classe d'acheteur on se trouve, les hybrides rechargeables ont une différente vocation. Je pense aux véhicules exotiques, par exemple, qui sont faits en Europe, puis que, bon, OK, ça a l'air d'un hybride rechargeable, ça a un port de recharge sur le côté, mais... Tu penses à Lamborghini, par exemple? Oui, exactement. Ça, c'est des véhicules pour cocher des cases administratives. Et pour passer les normes. Pour passer des normes. Et il y a assez d'autonomie électrique pour sortir du voisinage, pour pas réveiller les voisins avec... C'est à peu près tout. La sonorité. Mais justement, bon, ce prix de l'essence-là, on peut en parler maintenant. La semaine prochaine, ça risque de changer. Mais si le passé est garant de l'avenir, ça se peut que ça dure un petit peu plus longtemps. Vu la situation au Moyen-Orient, oui, ça se pourrait. Il y a les contre-coups, même si ça arrête immédiatement ou ça se résolve, il y a des résolutions qui se donnent, ça peut durer longtemps parce que, pas arriver dans les théories, mais je pense qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ça et c'est pas nous. Alors, oui, parce qu'il y a des stocks de pétrole qui ont déjà été achetés, qui sont déjà stockés, dont le prix monte déjà. Mais ce pétrole-là a été acheté à un tarif X. Il y a plusieurs mois. C'est ça, qui n'est pas le tarif Y d'aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le mentionner. Oui, on est très vite sur la gâchette pour le monter. Beaucoup moins vite sur la gâchette pour la descente. Moi, je veux revenir sur ce qu'a dit Julien. Si vous voulez changer de voiture, faites vos calculs à long terme. Et le prix de l'essence aujourd'hui, on le connaît. Le prix de l'essence demain, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne sait pas. Évaluez vos besoins à long terme. Si vous estimez que vous avez besoin d'une voiture électrique, c'est bien. J'avais vu une étude qui était sortie il y a plusieurs années qui disait qu'en gros, quand le prix de l'essence redescendait sous un seuil psychologique, les habitudes de consommation changeaient en 3 mois. C'est-à-dire que les gens avaient oublié le pic de coût de l'essence en 3 mois. Et 3 mois plus tard, on revenait, gros VUS, machin, V8, etc. Faites vos calculs à long terme. Ouais. Pensez 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et vous ne vous tromperez pas. Non, c'est vrai. Qui se rappelle qu'en 2021, c'était 95 sous le litre au plus faible pendant la Covid, puis que ça a rembarqué après. Puis maintenant, on va peut-être toucher les $2 dans les 1 ou 2 mois qui viennent. C'est le double de ce que c'était en 2021. Évidemment. Donc, effectivement, il faut penser long terme, même si c'est pas toujours facile. Je pense que c'est important, comme a dit Hugues. Ouais. Parler de véhicules électriques, je vais parler rapidement de BYD, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis que le constructeur serait de plus en plus intéressé à possiblement venir s'installer au Canada en termes d'empreinte manufacturière. Évidemment, il ne faut pas s'énerver avec ça, que ce n'est pas fait demain la veille, mais les développements dans ce dossier-là, avec les véhicules chinois, avec la réglementation du côté du Canada, les incitatifs, etc., la réduction des tarifs douaniers pour ces véhicules-là spécifiquement, a créé beaucoup d'effervescence. Et puis, il faut dire que BYD a intérêt à pas s'installer au Canada pour le marché canadien, mais qu'éventuellement, peut-être que le marché américain, avec un changement géopolitique, un changement politique aux États-Unis, à venir s'installer pas trop loin du marché américain pour être capable d'être prêt. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut se dire qu'avec tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, il y a possiblement des fermetures d'usines au Canada qui risquent d'arriver. Et pour un constructeur comme BYD, avoir une usine pratiquement clé en main, prête à être utilisée pour une poignée de dollars, avec en plus des travailleurs qui sont déjà formés et qui ont une excellente réputation à travers le monde. Les usines canadiennes ont une bonne réputation à travers le monde. Pour eux, là, c'est du pain béni. En fait, eux, ils attendent juste que Trump continue à foutre le boxon dans l'économie canadienne. Fermeture d'usine, on rachète, et puis tididou. C'est intéressant. Puis aussi, qu'est-ce que tu dis? Puis aussi, ce constructeur-là, en l'occurrence maintenant BYD, mais ça peut être un autre constructeur, qui ont des fonds extraordinaire pour rouler une usine à perte pendant quand même assez longtemps, pour une couple d'années, contrairement à certains constructeurs qui sont à bout de leur flux de trésorerie là, en ce moment. Voilà. Et puis, donc, un constructeur peut arriver et dire, on voit
cet investissement-là sur 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on devrait voir normalement, une empreinte manufacturière sur ce cadre-là. Et eux sont prêts à dire, on va perdre de l'argent pendant les premières années, le temps que justement peut-être qu'il y ait des changements et que le marché nord-américain devienne beaucoup plus réceptif, surtout du côté des États-Unis. Nous autres, on va être réceptifs à ça, puis le Mexique aussi, mais du côté des États-Unis, ça va changer pour les prochaines années. C'est peut-être un investissement stratégique qui est intéressant. Exactement. Pour les gens qui parlent du Québec, là, ça, c'est une autre affaire parce qu'au Québec, on n'a pas l'espèce de village de fournisseurs pour être capable de supporter une usine qui va sortir des dizaines et des dizaines et des dizaines de véhicules par année. C'est toujours le fun de rêver, là, je pense. On a déjà eu des usines au Québec, tout ça, mais cette espèce de c'est tout un écosystème de réseau, qu'on a plus. Merci. Et pas seulement qu'on n'a pas, qu'on n'a plus. Qu'on avait, parce qu'on a tous visité des usines dans le sud de l'Ontario. Puis moi, la dernière usine que j'ai visitée, pour favoriser la rapidité d'assemblage, on avait recours à une technique qui s'appelle JIT, Just in Time. Puis Just in Time, c'est des fournisseurs qui sont autour de l'usine géographiquement, qui amènent les pièces comme les jantes, par exemple, qui amènent des panneaux de carrosserie à la toute dernière minute pour éviter le stockage et le poids un peu là, dans cette usine-là. Donc, dans le sud de l'Ontario, on est familier avec ça à cause que les fournisseurs sont très près. Chez nous, ça serait de bâtir ça. Là, ce serait plus compliqué, je pense. Puis je suis pas mal sûr que les constructeurs chinois seraient très fans de ce système-là. BYD fait déjà beaucoup de choses à l'interne. Hein. BYD sous-traite quasiment pas, en fait. C'est un constructeur qui fabrique énormément de pièces en propre. Ouais. Et eux aussi ont leur propre écosystème en Chine directement autour des usines. Et ça, ce serait... Alors, à voir si effectivement ils voudraient recréer une partie au Canada, pourquoi pas. L'autre intérêt, c'est que si tu produis au Canada, tu t'affranchis des fameux seuils de 49 000 véhicules par année. Puisque tu les fabriques au Canada, tu peux les vendre comme tu veux. C'est différent. Ouais. Dès lors que tu produis sur place, tu n'es plus assujetti à ça. Donc ça aussi, ce serait un avantage énorme. Pour eux, c'est qu'il y aurait, oui, tu pourrais en faire venir d'autres de Chine, mais tu pourrais aussi, en les fabriquant ici, créer une porte d'entrée supplémentaire. Évidemment. Pour parler de Toyota, rapidement, là, très rapidement, parce que Toyota, du côté du Tundra, en fait, on a un brevet qui a été déposé pour un nom qui s'appelle Tundra Hammer. Ça a été fait à la suite d'une étude un peu de marché là, sur les forums Tundra d'adeptes là, de cette camionnette-là. Et puis, on la décrit qu'un potentiel produit qui pourrait être un produit de haute performance sur sentier. On passe tout de suite à un rival, à peut-être un RAM 1500 oui. SRT TRX. Maintenant, on le nomme comme ça. Et un Raptor R, évidemment. On n'a pas ça du côté de chez Toyota, mais maintenant, avec le recul là, sur les exigences environnementales du côté des États-Unis, on s'entend que ces produits-là, ça se vend juste aux États-Unis. Oh oui. Que ça pourrait être une avenue payante pour Toyota d'avoir un camion qui est extrêmement dispendieux, au-dessus de 100 000 $, qui est extrêmement performant et extrêmement payant. Là. Probablement que oui, mais peut-être qu'il pourrait aussi l'oser en hybride, hein, pourquoi pas. On pourrait faire une espèce de super hybrid max. Oui, avec 600 chevaux ou autre. Il n'y a pas d'autre chose là, qu'on pourrait... ça serait pas mal ça. Il n'y a pas d'autre chose dans le catalogue. Ils ne ramèneront pas le V8 des RCF. Non. C'est pas ça l'idée, je pense. Je serais très de Toyota, je serais très surpris que ce soit ça. Mais j'aime ça, ce nom-là, Super Hybrid Max. Ouais, je pense que le département de marketing tout de suite pour la motorisation de peut-être cet éventuel camion-là. Mais on le sait, on le répète on le répète jamais que ces camionnettes-là sont extrêmement payantes pour les constructeurs. J'aimerais finir avec une nouvelle un peu plus triste dans l'actualité sur le guide de l'auto au sujet du Hyundai Palisade. Redessiné, là, le Palisade, qui a été récemment nommé véhicule utilitaire canadien et nord-américain de l'année, puis qui a eu toutes sortes de prix. Il est arrivé un accident là, assez tragique en Ohio, un enfant de 2 ans qui est décédé sous le poids d'un siège rabattable de 2e rangée. Alors, ces systèmes-là, et on les conçoit pour nous faciliter la vie. On les conçoit pour, souvent, là, que ça soit plus rapide pour les familles très occupées, etc. Et puis, on n'a pas tous les détails sur ce qui est arrivé, mais visiblement, le véhicule n'a pas détecté
le poids de l'enfant. Oui. de l'enfant. Et puis, ben, on a permis de rabattre cette banquette-là, là, selon que ce soit de manière électrique par le biais du bouton là, qui est accessible ou même maintenant par le biais de l'écran d'infodivertissement. Et je pense même par le biais des commandes vocales. Maintenant, on peut faire certaines commandes pour les sièges. Là. Je ne sais pas si on peut les... Je ne sais pas si le Palisade le propose. Oui, c'est ça. Dans le cas du Palisade, ça peut arriver, mais c'est un avertissement, je pense, pour plusieurs constructeurs qui mettent l'accent sur la facilité de faire ça, de dire, à un moment donné, il faut faire vraiment, vraiment attention à ces systèmes-là parce que justement, quand même bien qu'on ait toute la vigilance possible, si les systèmes sont trop automatisés, peut-être qu'il peut arriver des accidents comme ça. Oui, possiblement. Oui, évidemment. Pour les propriétaires de Palisade, évidemment, bon, c'est 60 515 unités rappelées aux États-Unis et 7 000 au Canada, un peu plus de 7 000 au Canada. Hyundai promet de mettre une mise à jour d'ici la fin mars pour ajuster le système, mais pour ceux qui auraient des inquiétudes à propos de leur véhicule, peuvent demander à Hyundai d'avoir un prêt, en fait, pour être capable de remplacer le véhicule le temps que la réparation ou la mise à jour soit faite. Donc, au retour de la pause, on va parler de la Ford Mustang 2 avec Hugues. Hugues, aujourd'hui, tu nous parles d'une Ford Mustang compacte qui est arrivée dans un contexte où est-ce que le gaz coûtait cher également. Un véhicule qui n'a pas fait l'unanimité. Là. Pas facile de passer derrière une icône, symbole de toute une époque. Quoi que vous fassiez, vous allez être mal aimé. Mais la Mustang 2 était-elle une si mauvaise voiture que ça? On veut parler d'un individu assez important à cette époque-là, puis qui est le parrain de la Mustang. Oui, il s'agit de Lee Iacocca. Avec les membres de l'informel comité Fairlane, nom du restaurant où il se réunissait, c'est en observant les tendances démographiques qu'il établit les paramètres de base de la Mustang fin 1961. 8 ans plus tard, l'histoire se répète. Les véhicules importés ne représentent alors qu'un faible pourcentage du marché, mais le mouvement s'accélère. Et il y a un autre facteur. Iacocca n'aime pas ce qu'est en train de devenir la Mustang. Voici ce qu'il explique dans son autobiographie de 1984. Quelques années après son introduction, la Mustang n'était plus le cheval élégant du début. Elle ressemblait plus à un gros cochon. En 1968, Bunky Knudsen est devenu le nouveau président de Ford. Tout de suite, il a ajouté un moteur monstrueux avec le double de puissance. Pour soutenir ce moteur, il a fallu élargir toute la voiture. En 1971, la Mustang avait grandi de 8 pouces en longueur, 6 pouces en largeur et pesait près de 600 livres de plus que le modèle original de 1965. Wow. Ce n'était plus la même voiture et nos chiffres de vente en baisse le montraient. Nos clients nous avaient abandonnés car nous avions abandonné leur voiture. Alors évidemment, Iacocca n'est pas totalement objectif sur le sujet. Il règle ses comptes avec Knudsen, qui lui a soufflé la place de président en février 68, et oublie que la concurrence s'est réveillée et a sérieusement grignoté les parts de marché de la Mustang. Ce sur quoi il a raison, c'est que le modèle a pris du poids et du volume, plus 31 cm en longueur et 260 kg entre 1965 et 1973. Lorsque Knudsen est remercié en septembre 69, Iacocca sent qu'il a enfin les coups des franches. Il explique dans sa biographie « Vers la fin 69, nous avons commencé à planifier la Mustang 2, un retour à la petite voiture qui avait connu un si grand succès. Bien des gens à Détroit pouvaient à peine croire que nous faisions cela, car cela violait une règle non écrite selon laquelle une voiture établie sur le marché ne pouvait être que plus grande, jamais plus petite. Sortir une plus petite Mustang revenait à admettre que nous nous étions trompés. » Là, il va y avoir 2 projets concurrents pour le développement de la voiture. Alors tout à fait. Les plans initiaux d'utiliser la base du modèle 71 pour le modèle 74 sont mis à la poubelle. À la place, 2 projets sont démarrés, dirigés par Nat Adamson. L'un, baptisé Ohio, consiste à partir de la plateforme de la Maverick, reposant largement sur le châssis de la Falcon, elle-même base de la Mustang, alors que l'autre projet, baptisé Arizona, repose sur la plateforme de la Pinto, une sous-compacte économique qui doit être introduite en 1971. L'ensemble des studios de design de Ford est mis à contribution, y compris le vénérable carrossier italien Ghia, racheté par la corporation en 1970. De nombreuses avenues sont explorées, même un petit coupé de tendance très européenne avec des phares avant escamotables réalisés en Italie. Finalement, ce sont les croquis de Howard Buck Mook qui sont personnellement choisis par Lee Iacocca comme base de développement. Pendant ce temps, le projet Ohio est abandonné. Initialement, c'est une version hatchback qui est privilégiée. Plus question de produire un cabriolet car le gouvernement américain évoque l'idée de les bannir.
Lors de tests cliniques fin 1971, il est décidé d'ajouter une version classique à 2 portes, et c'est Dick Nesbitt qui en assurera les dessins. Une version Mercury est aussi développée en parallèle. Baptisée Capri, elle ira jusqu'au stade de la maquette à l'échelle 1, mais le projet sera ultimement annulé. La Capri importée d'Europe se vendant tout compte fait très bien dans le réseau Lincoln Mercury. Le style de la Mustang 2 est finalisé début 1972. Pour l'ingénierie, si le châssis monocoque de la Pinto sert de base, l'empattement est allongé de 2,2 pouces et de nombreux composants sont redessinés pour la Mustang 2. Le train avant est spécifique et offre une direction à crémaillère, une première pour la Mustang, et des freins à disque. Cet essieu deviendra par la suite très populaire dans le monde du hot rod. L'ensemble repose sur un sous-châssis séparé, relié au châssis principal par 6 coussinets en caoutchouc, ce qui permet de mieux filtrer les bruits et les vibrations. L'essieu arrière, quant à lui, reste à l'ancienne, pont rigide, ressort à lame et frein à tambour. Toujours pour mieux absorber les bruits et vibrations, Ford ajoutera d'importantes quantités de matériaux insonorisants. Quand est-ce qu'est introduite la Mustang 2? La Mustang 2 est présentée à la presse au mois d'août 1973 et arrive en concession le 21 septembre 1973. Le 2 est ajouté à l'avant, serait une idée de Lee Iacocca pour bien marquer la rupture avec le passé. Et effectivement, la Mustang 2 est plus petite et plus légère que sa devancière, gain de 179 kg et longueur réduite de 47 cm. Le moteur d'entrée de gamme est un 4 cylindres 2,3 litres de 88 chevaux, nouvelle variante du 2 litres introduit avec la Pinto. Il prendra le nom de l'usine où il est fabriqué, soit Lima, en Ohio. Vient ensuite un V6 de 2,8 litres de 105 chevaux baptisé Cologne, car importé d'Allemagne. Et puis, c'est tout. Où est le V8 ? Sacrilège, il n'y en a pas. La Mustang 2 n'a pas été conçue pour accueillir une telle motorisation. Enfin presque. Puisque le 4 cylindres est uniquement fabriqué aux États-Unis et que le V6 est allemand, Ford du Mexique est obligé d'installer le 302 pouces cubes, 5 litres, produit sur place afin de respecter les normes fédérales de contenu local. L'hérésie sera corrigée aux États-Unis l'année suivante, nous allons y revenir, et la Mustang 2 n'aura que 3 moteurs au long de sa carrière. La boîte de vitesse de série est une manuelle à 4 rapports, alors qu'une automatique 3 rapports Cruise-O-Matic est disponible en option. Quel que soit le moteur ou la boîte, le rapport de pont est de 3,55 pour 1. 4 modèles sont présentés. En entrée de gamme, on retrouve un coupé 2 portes. Vient ensuite le coupé 3 portes baptisé 2+2, ce qui est assez juste vu les dimensions des places arrière. Puis la version Ghia, uniquement en 2 portes et qui se distingue par son toit vinyle et son équipement plus complet. Et enfin, la version Mach 1, offerte seulement avec le V6 et en 3 portes. Comme d'habitude, les possibilités de personnaliser sa Mustang sont nombreuses. Climatisation, vide teinté, console centrale, intérieur de luxe, roues en aluminium, freins et direction assistée, dégivrage arrière, différentiel auto-blanquant, suspension renforcée, etc. 14 couleurs sont disponibles au lancement, dont 3 métallisées en option. Dans sa littérature, Ford recense en priorité comme concurrentes principales des modèles importés comme les Opel Manta, Datsun 610, Toyota Celica et Datsun 240Z. Parmi les concurrentes des années précédentes, Camaro, Firebird, Javelin, Challenger ou Barracuda, seule la Camaro est mentionnée. Les temps changent. La presse, comment on réserve l'accueil du côté de la presse pour la Mustang 2? Alors, comme vous pouvez vous en douter, il est mitigé. Tout le monde s'accorde à dire que les performances sont désolantes et que la tenue de route n'a rien de sportive. La finition de l'habitacle et le confort sont par contre notés comme de vrais points forts. Malgré tout, l'auto remporte le titre de voiture de l'année 1974 du magazine Motor Trend qui explique « Au début, il semblait qu'il y aurait une poignée d'autres prétendantes solides, mais à la fin, les réalités de l'époque, la valeur exceptionnelle et l'économie de la voiture ont décidé de la question. Vous voyez, la Mustang 2 est, par-dessus tout, véritablement une bonne voiture, un concept exceptionnel de luxe abordable et de prestige dans un petit format. La sélection par Motor Trend de la Mustang 2 en tant que voiture de l'année 1974 a été, pour la première fois depuis de nombreuses années, une décision assez facile. Dans son édition 1974, le guide de l'auto conclut par ces mots. La Mustang 2 est une voiture pleine de contradictions qu'il est vraiment difficile d'étiqueter. Sur le papier, elle semble posséder tous les éléments de la réussite, mais dans la réalité, c'est une toute autre histoire et nous l'aurions souhaitée plus heureuse. Comme nous, les amateurs de conduite sportive seront déçus de son comportement. Quant à ceux qui recherchent une petite voiture économique et l'allure agréable, son prix est plutôt prohibitif. Alors, à qui est-elle destinée ? C'est une bonne question. D'autant plus que les rapports de vente des premiers jours sont en deçà des estimations de Ford. La marque comprend rapidement l'erreur qu'elle a commise en fournissant aux concessionnaires des versions très équipées, donc plus chères,
en grande quantité. La production est réajustée. Et puis arrive le grain de sable dans la machine, l'embargo pétrolier d'octobre 73, suite à la guerre du Kippour. Et là, le slogan de lancement de la Mustang 2, la bonne voiture au bon moment, prend tout son sens. Les ventes décollent et Ford fabrique 385 993 exemplaires d'ici la fin du millésime. C'est tout juste si l'on ne prête pas à Lee Iacocca des talents d'extra-lucide. En comparaison, les productions des Camaro, Firebird, Javelin, Challenger et Barracuda cumulées atteignent 280 442 exemplaires. De plus, les Javelin, Challenger et Barracuda ne passeront pas l'année. Les temps changent, on vous dit. Les évolutions du modèle, parle-nous-en. Au cours de sa carrière, la Mustang 2 connaîtra assez peu d'évolution. La plus significative sera l'ajout du V8 de 122 chevaux en 1975, baptisé 5.0, même s'il s'agit techniquement d'un 4,9 litres. Il demandera une légère refonte du berceau avant avec, paraît-il, l'aide des ingénieurs mexicains, justement. Vendu uniquement avec la boîte automatique, il n'autorise pas des performances enivrantes avec un 0 à 60 000 à l'heure en 10,5 secondes selon le magazine Road & Track. Il faudra attendre le milieu du millésime 76 pour que les choses s'arrangent un petit peu et que la boîte manuelle soit enfin disponible. Pour le millésime 75, le toit des versions Ghia reçoit des vitres arrière plus fines, dites Opéra, et de nouveaux ensembles optionnels sont offerts. L'avant des modèles du millésime 76 est remanié, nouvelle prise d'air sous le capot et insert décoratif de pare-chocs colorés et non plus chromés. En 1977, un toit T-top est proposé, préfiguré par le concept Sportiva 2 présenté au Salon de l'Auto de Détroit en 1973. Enfin, une direction à assistance variable est ajoutée en 1978. Plusieurs séries spéciales seront commercialisées au fil des années, MPG en 75 et 76, Stallion en 76 et Limited Edition aussi en 1976. Mais là, il y a 2 séries spéciales qui sont un petit peu plus intéressantes que les autres. Oui. Alors, en 1976, l'heure, on l'a un peu vu, n'est plus à la puissance, mais à ce qu'on appelle les décales GT, comme l'explique Jim Wengers. Ce dernier est un ancien publicitaire qui a imaginé les premières campagnes de la Pontiac GTO et est devenu concessionnaire Chevrolet. En 1974, il s'associe avec Dave Landreth pour créer Motortown. Cette compagnie va concevoir et fabriquer des projets spéciaux pour différents constructeurs, Plymouth Volare Roadrunner, Dodge Aspen RT ou Pontiac Can-Am. Avec la Cobra 2, Wengers cherche à faire renaître l'esprit des Shelby Cobra originales, au moins esthétiquement. L'ensemble comprend des bandes de couleurs, une prise d'air non fonctionnelle sur le capot, des déflecteurs à l'avant et à l'arrière, de plus grosses roues et des persiennes sur les vitres latérales. Chez Ford, personne n'y croit et il faudra l'implication personnelle d'Edsel Ford II, fils aîné d'Henry Ford II, le grand patron, pour que le projet aille de l'avant. Ford pense en écouler à peine 5000 exemplaires, mais se trompe au final d'un facteur 5 et en vendra près de 25 000 durant le millésime 76, peut-être en partie grâce au placement produit dans Drôle de Dame avec Farrah Fawcett à son volant. Ford brise son contrat avec Motortown et rapatrie la production des Cobra 2 sur ses chaînes pour 1977. Au début uniquement proposées en blanc à bande bleue, les Cobra 2 seront offertes en noir à bande or en cours d'année, en souvenir des Shelby GT350H. Pour 1977, 4 couleurs seront disponibles et le style des bandes décoratives est revu en milieu d'année. Ford crée au millésime 78 l'ultime Mustang 2 avec la King Cobra. Elle reçoit un aileron avant plus massif, des déflecteurs de roues arrière, un dessin de serpent sur le capot, alors que le V8 de 5 litres, passé à 139 chevaux en 1977, et la direction assistée sont de série. L'ensemble demande $1 253 US contre 677 pour une Cobra 2, limitant sa production à 4318 exemplaires. En somme, est-ce que les ventes de la Mustang 2 ont été bonnes? Après le bon départ de 1974, les ventes baissent, mais restent au-dessus de celles des années 1971-73. Au total, la Mustang 2 a été produite à 1 107 718 exemplaires sur 5 millésimes. Peu performante, moins excitante que ses prédécesseurs, la Mustang 2 n'est pas aimée des amateurs. C'est certain, c'est normal. Pourtant, en s'adaptant aux évolutions rapides du marché dans les années 70, elle s'est bien vendue et a dégagé des profits pour Ford. La compagnie a pu alors investir dans les Fox Body de 1979 et maintenir la lignée Mustang jusqu'à aujourd'hui, contrairement à d'autres marques. Un petit mal pour un grand bien en quelque sorte. Wow. Ben, merci beaucoup, Hugues, pour ce rappel de l'existence de la Mustang 2 qu'on oublie parfois trop souvent. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile
sans dérapage ni accrochage. Julien, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un essai quand même assez spécial, d'un véhicule qu'on connaît très bien, la Charger, mais tu as été l'essayer sur plusieurs surfaces. Et puis c'est la Charger Six-Pack. On entend beaucoup parler de la Charger électrique, des Daytona, etc., qu'on a essayé à l'émission du Guide de l'Auto. Puis ben, c'est un véhicule on est mitigé un peu, mais là, en deuxième temps, on a lancé la Six-Pack, le véhicule à essence que le monde attendait, qui va peut-être sauver un peu la donne. Alors, je veux que tu me parles de ton essai parce que quand même, tu n'as pas essayé un six-pack de véhicule, mais bien un 4-pack parce que c'est 4 différents modèles que tu as pu mettre à l'essai. C'était le fun parce qu'on avait vraiment tous les véhicules à disposition. Dans le fond, comme tu disais, il y a la Daytona qui est de 100% électrique et les six-packs sont tout à essence avec un moteur 6 cylindres Hurricane. Ouais. Ça, c'est valable pour tous les modèles. Et après, il y a 2 niveaux de puissance différents. Il y a soit la RT, modèle de base, si j'ose dire, avec 420 chevaux. Là encore, on parlait de BMW tantôt. Modèle de base. Les modèles de base sont de plus en plus performants. Maintenant, c'est 400 chevaux ou rien, les modèles de base. Donc ça, c'est les RT. Ouais. Et après, on a soit 2 portes, soit 4 portes au choix. Et après ça, il y a la Scat Pack, 2 portes, 4 portes aussi. Mais elle, on a 550 chevaux. Avec le même moteur biturbo, c'est juste qu'il y a des différences techniques. Pression de suralimentation plus forte, certaines pièces revues pour améliorer les performances. Ouais. Mais globalement, ça reste un véhicule assez proche. Et l'autre intérêt aussi, c'est qu'on peut la modifier pas mal. En fait, on a aussi des choix de couleurs un peu le fun, du bleu, du orange, du rouge. Il y a aussi des bandes décoratives, des bandes Fradzog. Pour ceux qui aiment l'histoire de Dodge, ça résonnera quand même assez fort. Fradzog, que Hugues, tu nous as déjà dit que ça voulait dire absolument rien. Ça ne veut absolument rien dire. Sur une napkin de bar, et c'est ça. Donc, on veut le rappeler. Tu vois, les napkins de bar, on est arrivé jusqu'aux bandes décoratives d'une Charger 2026. Ouais. Mais non, c'est ça. Il y a aussi un toit vitré qu'on peut avoir en option, des sièges aussi un peu plus jolis, des couleurs intérieures aussi, avec du rouge, par exemple. Donc, il y a pas mal de choix pour faire une voiture à son goût et sortir un peu de l'éternel VUS gris ou blanc. Là. Ouais, ben on veut jouer cette carte-là chez, Puis c'est bon, pour être capable de vendre le véhicule, des véhicules assortis, puis des véhicules qui sont personnalisés pour des gens, puis ramener un peu la clientèle là, qui était aussi fidèle là, qu'on a gravement besoin là, chez Stellantis. C'est sûr. C'est sûr. Mais en plus, ce qui était bien, c'est qu'il y avait aussi une Daytona qui était là. Fait que j'ai aussi pu conduire l'électrique en même temps. Aussi. Ouais, et en fait, ce qu'il en ressort, on a fait 2 tests différents. Un sur la route, un sur une piste de rallye. Ça, je vais vous en parler dans un deuxième temps. C'était le fun, mais c'est quand même un peu particulier comme exercice. Par contre, sur la route, on était dans le Vermont. Par contre, avec des pneus 4 saisons. Il avait neigé le matin. Ouais, les Américains, ils n'aiment pas ça, les tailleurs d'hiver. Non, je sais, mais c'est parce que... Petite montagne, petit flocon, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est bon pour faire ils sont pas habitués à la neige dans le Vermont, c'est vrai que... C'est les distances de freinage, parce que c'est le fun des dérapages, mais les distances de freinage... puis c'est une voiture qui est lourde, hein, donc c'est plus de 2 tonnes, donc je peux dire que le premier virage que tu prends... Enfin, moi, c'est dans le stationnement, en fait. Je vais pour sortir, j'ai failli frapper le trottoir à côté, en étant persuadé que c'était des pneus d'hiver. Je m'arrête, je dis, mais c'est pas possible, je regarde, 4 saisons. J'ai dit, bon, j'ai gardé ça en tête pour le reste de l'essai. Et puis après ça a séché en après-midi, donc on a pu aussi rouler sur l'asphalte, donc ça donnait des bonnes conditions de roulage. C'est sûr que c'est une voiture qui est quand même assez lourde, assez imposante. Hein. Ça reste une Charger malgré tout. C'est pas une petite sportive. Ce que je disais un peu dans mon essai, c'est on n'est pas chez BMW ou Audi là. Évidemment. C'est quand même une voiture assez grosse, qui est un petit peu plus pataude, un peu moins agile qu'une allemande, mais qui a aussi un agrément de conduite certain. C'est une voiture qui est... Moi, je l'ai trouvé intéressante à conduire, cette voiture-là. C'est vraiment dans la droite ligne d'une voiture américaine, avec ses spécificités, avec son caractère propre, et un peu son mauvais caractère des fois, mais moi, j'ai pas détesté ça, en fait. C'est une manière de rouler différente, et ça apporte quelque chose que n'avait plus Dodge, en vérité, puisque c'était plus le cas avec le retrait du modèle précédent. Et je pense que c'est une bonne chose. Puis le Hurricane, il y a beaucoup de monde qui va crier au sacrilège, parce qu'il n'y a plus de 8 sous le capot. Déjà, le 6, moi, je trouve qu'il sonne très bien. Honnêtement, je l'ai trouvé une belle sonorité, j'ai bien aimé ça. Et puis, le modèle RT à 420 chevaux, c'est déjà amplement suffisant. Sincèrement, c'est pas nécessaire de passer à la Scat Pack, à moins qu'on veuille absolument le dernier cri le plus puissant, parce que des fois, c'est aussi un peu psychologique de vouloir le plus puissant. Mais honnêtement, moi, je trouve que la Scat Pack, c'est pas nécessaire. L'RT, ça fait déjà très bien le travail, ça marche déjà fort. Il y a juste la boîte de vitesse que je trouve un peu paresseuse quand tu veux rouler vraiment en mode sport et que tu veux passer les vitesses manuellement. Il y a vraiment un gros délai quand tu appuies sur les boutons. Ouais, c'est souvent ça maintenant. On se répète dans cette critique-là, parce que ce sont des transmissions qui sont calibrées pour des
voitures sport, mais souvent sont calibrées dans des groupes motopropulseurs qui veulent économiser dans conduite normale. Donc, faire ces changements-là, souvent, c'est comme des compromis. Là. Ouais, en mode sport, quand tu restes en automatique, c'est mieux. Parce qu'elle les passe toute toujours seule. Un petit peu, ouais. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand je me suis mis en manuel, tu te fais surprendre tout le temps par le limiteur, en fait. Parce que entre le moment où tu appuies et le moment où la vitesse se passe pour vrai, tu touches le limiteur à chaque fois. En fait, c'est agaçant. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais pour le reste... Moi, je trouve que ça fait du bon travail. C'était pas trop ferme en suspension, ce qui va être bien pour chez nous. Ouais. Le Vermont, on est même bien mieux revêtu que nous. C'est quand même ferme quand c'est vraiment très mauvais, ça tape un peu fort quand même, mais ça reste acceptable. Tu peux envisager le quotidien avec cette voiture-là, d'autant plus que tu as un haillon, tu as 4 vraies places. Ouais. La 2 portes, l'accès est un peu moins facile parce que tu as 2 portes, mais la 4 portes, l'accès, il est excellent. Tu as juste la tête, comme c'est un peu fuyant l'arrière, faut faire attention de ne pas te cogner. Mais une fois que tu es rentré dedans, par contre, si tu mesures 6 pieds et moins, il n'y a aucun problème là, c'est vraiment bien. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour des gens qui voudraient un véhicule distinctif et qui veulent pas rouler en VUS, il en reste quand même, malgré tout, et qui veulent un véhicule un peu, un peu champ gauche, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est intéressant. C'est un véhicule qui est assemblé chez nous, au Canada. Oui. Côté qualité d'assemblage... Qu'est-ce que tu en as pensé à l'intérieur comme à l'extérieur? On est quand même bien là. Moi, je trouvais ça mieux que le modèle sortant. Écoute, cas, ça, c'est sûr. C'est ça que je veux parler parce que les modèles sortants, là, souvent, on critiquait. Il y a certains de nos collègues qui critiquent l'habitacle de ce véhicule-là, puis ils disent qu'il y a beaucoup de plastique, etc. Je dis, hey, on vendait des L4 à 100 000 $ avec l'intérieur de l'ancien, puis des éditions finales qui ne terminaient plus jamais. Là, et l'habitacle de ce véhicule-là était, qu'est-ce qui était depuis l'introduction de cette génération-là, et les gens se l'arrachaient pareil. Moi, je trouve que quand même bien qu'on peut critiquer un petit peu, il y a une nette amélioration, le côté ergonomique, côté les écrans, tout ça, c'est bien, là, c'est quand même une belle... C'est bien mieux, t'as les gros écrans, t'as l'écran central, bon, alors par contre, t'as quelques bugs, genre les sièges chauffants, par exemple, quand tu veux les enlever, des fois, il faut t'y reprendre à 2 fois pour appuyer des petites choses comme ça. Affaires. Mais pas plus, pas moins que d'autres constructeurs. Je veux dire, c'est rien de majeur. La finition, les modèles de base, on avait un peu tous les modèles. Donc, on avait des modèles de base, des modèles très haut de gamme, il y avait un peu tout. Les modèles de base, oui, t'as un peu de plastique aussi sur le bas des portes et tout. Bon, effectivement, mais... c'est correct. Puis les modèles haut de gamme sont beaux. Moi, je trouve que ceux avec les sièges un petit peu chic, avec des surpiqûres et tout, c'était quand même joli. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Mais puis, puisqu'on parle un peu de beauté et autres, je pense que c'est le moment de faire le pont avec les tarifs. Parce que la voiture en PDSF, on est à 59 995 pour une RT 2 portes de base. Si tu veux 4 ports, il faut que tu rajoutes 3 000. Et si tu veux la Scat Pack, il faut que tu rajoutes 10 000. Et la Scat Pack 4 portes, tu rajoutes 3 000. Sauf que autant je trouve qu'à 59, un peu plus de 60 000 quand tu vas mettre transport, réparation, les taxes, etc. Mais à ce prix-là, moi, je la trouve pas inintéressante. J'ai certains confrères qui l'ont critiqué pour son prix. Objectivement, une voiture à deux portes sportive de 420 chevaux. Toute cette puissance-là. Des performances comme ça, un caractère comme celui-là. Je pense un bon niveau d'équipement quand même. Correct. Je pense que malgré tout, à ce prix-là, moi je trouve ça horriblement cher, mais c'est le prix. Il n'y a plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché quand tu vois qu'une Golf R aujourd'hui, 50 000 $, c'est rendu un prix normal, puis même une Acura Integra Type S qui dépasse les 50 000 aussi. En vérité, à 59, c'est pas si terrible que ça, malheureusement. Par contre, je trouve que la Scat Pack à 70 000, puis tu peux monter jusqu'à... Quand tu me demandes des options et tout, tu peux monter à 80, 82 000. Là, par contre, pour moi, la Charger à 80 000 $, ça marche plus. Là. On est trop haut. Chez Stellantis, on est en train de, je vais me permettre le terme, garrocher des MI dans absolument tout, parce que c'est un moteur qui est payant, qui est performant, et que les Américains veulent acheter, et même s'il est techniquement inférieur, souvent dans les applications qu'on le voit, au moteur Hurricane, côté puissance, côté... techniquement, là... Est-ce qu'on en parle dans les lancements, dans les dévoilements du côté les gens? Moi, j'étais avec les Américains, ils étaient là aussi. La question a bien sûr été posée, évidemment, aux gens de chez Dodge, qui ont botté en touche, évidemment. Moi, en soulevant le capot, j'ai trouvé quand même que c'était déjà bien serré. Je suis pas sûr qu'un 8 rentre là-dessous, à moins de faire des modifications. Écoute. Mais quand bien même il rentrerait... Ce qu'on m'avait dit, c'est que tout le berceau avant n'a pas été conçu pour ça. C'est ce que moi, j'avais lu aussi. Mais admettons que... ça se modifie, ça se modifie. Mais moi, honnêtement, en conduisant cette voiture-là, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le faire, et parce que c'est une voiture qui est déjà lourde. Pesante du devant, là. Là, justement, l'équilibre est quand même correct. Mais moi, je pense que si tu rajoutes un 8 là-dessous, tu vas la déséquilibrer complètement. C'est intéressant. Et j'ai peur que la conduite... Alors oui, en ligne droite, ça va marcher, ça va sonner, tout ce que tu veux. Mais j'ai peur qu'elle perde, en fait...
un peu de son attrait en termes de tenue de route, cette voiture-là. Surtout que la voiture à essence, et ça c'est important de le souligner, puis faut surtout pas prendre ça pour de l'anti-électricité primaire, là. Mais la Daytona, moi j'ai un problème avec cette voiture. Je la trouve mal équilibré, l'accélérateur n'est pas calibré comme il faut. C'est une voiture, on dirait que le train avant et arrière se parle pas, le moteur est trop brutal. Et ça s'est encore confirmé quand j'ai fait l'essai là des deux voitures vraiment back à back l'une derrière l'autre, alors que j'ai beaucoup aimé la six-pack. Puis il s'agit pas de dire une Dodge c'est un moteur à essence ou rien, c'est pas du tout ça la question. Si tu regardes c'est une question de conception. Là. Oui, regarde des véhicules comme des Ioniq 5N, Porsche Taycan et autres, c'est des modèles qui n'ont rien à envier à des voitures à essence en termes dynamiques. Mais là, pour moi, la Daytona, je pense qu'ils se sont un peu ratés, en fait. C'est pas une voiture qui est bien équilibrée. Puis on en parlait avec notre collègue Marc Lachapelle, qui m'avait donné les clés en me disant va la rouler, puis je te dis rien, reviens après. On s'en est parlé après. Et on partageait vraiment cet avis-là. Alors que la Six-Pack, moi, je la trouve vraiment bien plus amusante et plus intéressante. Bon, ben. Juste un petit mot rapide sur la neige. Sur la spéciale de rallye, étonnamment efficace. Il y avait des pilotes qui étaient là aussi, qui nous ont fait une petite spéciale entre les sapins avec des pneus hiver réguliers, pas de clous, rien. Et on est parti là, je dis ah ouais ok, on est arrivé au freinage au premier, je dis mais là c'est sûr qu'on rentre dans le banc de neige. Et bah non, ça a bien marché, mais non même tu sais appel contre appel elle y va, elle le fait, j'étais comme waouh c'est impressionnant. C'est lourd évidemment, puis quand t'as le premier rappel, le contre-appel, le balancier, attention quand même là parce que ça peut ça swing là comme on dit. Ça swing du. Mais quand t'es raisonnable, c'était étonnamment efficace, étonnamment amusant. Ben merci Julien, une voiture mieux équilibrée que la Daytona. On espère que les amateurs de la marque vont être réceptifs au modèle Six-Pack, puis on va en avoir pas mal sur nos routes. Pour terminer, merci beaucoup encore les gars, on se revoit la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.